Et bienvenue dans The Glad One Live Talk Show. On est parti pour au moins 1 heure en compagnie d'un homme que vous adorez, un homme que vous connaissez bien parce qu'il a représenté la France à plusieurs niveaux, à différents niveaux. Alors on va l'inviter, cet homme, le temps que je tape son nom. On va le découvrir et pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Vanessa Gladon, ancienne médaillée internationale en athlétisme. Aujourd'hui, je suis retraitée des pistes depuis 2012. Je suis coach et thérapeute spécialisée en neurosciences appliquées. Et mon sujet, c'est la santé mentale en carrière et dans l'après-carrière. Dans cet esprit, j'ai créé ce live talk show, également ce podcast, afin de libérer la parole autour de ces sujets tabous, afin que l'on s'en sente compris et moins seul surtout. Donc si tu écoutes ce podcast, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles pour que d'autres puissent le découvrir. Dans le live du jour, un quadruple médaillé olympique, un nonuple champion du monde sur piste. Nonuple, ça veut bien dire neuf. Oui, je sais. C'est un médaillé d'or, vous l'avez compris, d'exception. Il s'agit de Grégory Boger. Bonsoir. Salut Vanessa. Merci de prendre le temps dans tes nouvelles fonctions, au milieu de ta soirée. Je sais que forcément, quand on est père de famille, on a des petites choses à faire à 20 h. Donc, un énorme merci à toi de prendre le temps. Et puis, pour aussi tous ceux qui nous suivent. Justement, aujourd'hui, tu es entraîneur de l'équipe de France depuis 2022. Tu sors de l'entraînement, là, aujourd'hui? Non, je sors pas de l'entraînement. Non, on est dans une petite coupure là. On vient de finir le gros bloc de compétition de la première partie de l'année pour se diriger tout droit en direction des Jeux Olympiques. Straight. Là, maintenant, c'est dernière ligne droite. D'ailleurs, félicitations, parce que j'ai vu qu'ils ont bien cartonné. Notamment Mathilde, je crois, qui fait une belle médaille. Je sais plus ce qu'elle fait, mais j'ai vu passer son nom sur les réseaux, donc bravo coach. Merci. La sélection d'ailleurs j'ai un cheveu qui m'embête. Voilà. La sélection pour les JO concernant le cyclisme sur piste. D'ailleurs, j'ai présenté non-nul au champion du monde, mais en effet de cyclisme sur piste. La sélection, elle est sortie chez vous ou pas encore? Non, elle n'est pas encore sortie. Elle va sortir dans quelques semaines. Voilà. Est-ce que justement à quelques semaines de la sortie de cette liste, tu ressens toi une pression en tant qu'entraîneur ou pas du tout? Tu fais ce que tu as à faire? Oui, une pression puisque avant l'annonce de la sélection, ça passe par une commission aussi. Donc, je sais que j'ai pas mal de dossiers à gérer en vue de cette commission pour décider. En tout cas, c'est une proposition de ma part en tant qu'entraîneur et manager et de la fédération envers le comité national olympique français. Donc, ça va pas être une mince affaire à mon avis. De ce côté-là, je préfère être athlète, mais bon, après je découvre encore, donc je vais assister à ma première commission et je sais que j'ai pas mal de choses à faire avant cette commission pour pouvoir être prêt et mettre tous les éléments sur la table pour choisir la meilleure équipe. Alexis Aginsa, qui est un ancien de la NBA, Patrice Annonay, qui est un ancien du handball, ils étaient comme toi, sportifs, ils sont devenus tous les deux entraîneurs également. Ils m'ont dit comme toi, elle m'a dit, moi, je préférais la position de sportif plutôt que de celle d'entraîneur. C'est quoi la différence? C'est si présent que ça d'être entraîneur? Non, mais il y a des bons côtés. Moi, je suis épanoui dans mon rôle d'entraîneur, mais c'est vrai que là, ça prend une autre tournure puisque tu gères différentes personnes, notamment en termes d'athlètes, en termes de staff aussi, puisque je suis entraîneur, mais aussi manager de l'équipe de France de sprint. Donc, ouais, c'est pas évident. Alors que quand t'es athlète, tu gères ta propre personne, t'as tes propres émotions. Enfin, c'est tout est pour toi en fait. Donc voilà, les autres casquettes ne sont pas évidentes, mais je m'y plais quand même. Justement, en parlant d'émotions, je réalise que tu entraînes un groupe. Comment on gère des individualités au sein d'un groupe, des filles, des garçons? Est-ce que ça se gère de la même façon? Est-ce qu'il faut décliner une façon de parler différente en fonction des gens ou pas? Non, ça gère pas de la même façon, notamment les filles et les garçons, ou même les garçons. Enfin, tout le monde a sa personnalité. Il y en a qui ont des fortes personnalités aussi. Donc, bon, enfin moi, C'est pas tout honnête simplement naturel. par l'échange.
en fait, ouais, échanger et puis être honnête avec les personnes, voilà quoi, pas quelle que soit la personnalité de l'athlète, lui dire des vérités quoi. Voilà, c'est ce que j'attends aussi dans les échanges aussi, que ça soit assez sincère pour que l'on puisse être performant, en tout cas le plus performant possible. Tu Mais disais, euh, bon, on y va droit au but là. On va pour les vers les JO. On va vers les JO. Comment on gère en tant qu'entraîneur? Alors ça, c'est un truc que tu n'as pas connu, évidemment. Tu as connu beaucoup de choses hein, dans ta carrière. On va y revenir. Alors là, entre les médailles, j'imagine les déceptions, les voyages, etc. Tu as connu beaucoup de choses. Mais s'il y a bien un truc que tu n'as pas connu, c'est les JO à la maison. Comment on aborde les JO à la maison? Est-ce que c'est une préparation différente? Est-ce qu'il y a besoin d'une préparation mentale différente? Est-ce que tu as besoin d'apporter un discours différent? Comment tu gères ça? on gère au quotidien, dans le quotidien. À savoir que, alors moi, j'ai été suivi par une psychologue du sport toute ma carrière, et je travaille aussi avec une personne justement qui est, on va dire, un peu de prep mental ou presque dans le coaching pour m'aider justement à gérer tous ces choses que je ne j'ai pas appris à gérer auparavant en fait. Hein. Donc Donc là, tu te fais, pour bien comprendre, là, tu te fais aider, tu te fais accompagner pour avoir le meilleur discours possible pour tes sportifs. exactement. Mais pour mes sportifs, pour mes staffs aussi. Donc ouais, c'est d'une grande aide. Hein. Moi, j'ai passé mes diplômes pour être entraîneur et aucunement dans ces formations, on t'apprenait à gérer l'humain, voilà, le staff. Donc moi, c'est d'une grande aide pour moi en vue de ces Jeux Olympiques. J'ai déjà fait des Jeux Olympiques, mais pas à la maison. Donc moi aussi, il va falloir que j'apprenne à gérer mes émotions et aussi gérer mes discours ou moduler mes discours vis-à-vis de mes athlètes et de mes staffs. Donc, je pense que je m'en sors bien jusque-là pour l'instant. Et puis, ben, ouais, on est presque dans la dernière ligne droite. Hein, donc, va falloir continuer le travail que je fais à côté, en dehors des entraînements, pour que ça soit utile à mes athlètes. Est-ce que Mais ouais, pour pardon. les, enfin, être dans l'échange, encore une fois, la communication, je pense qu'elle est très importante en fait envers les athlètes et les staffs. Même pour moi, le fait d'échanger aussi avec d'autres entraîneurs aussi, ça m'aide aussi à relativiser sur certaines choses et puis même à dissiper un peu plus la pression que l'on peut avoir au fur et à mesure que les semaines passent. Tu disais que tu as eu tu as été accompagné quand tu étais sportif de haut niveau. Aujourd'hui, tu es accompagné en tant qu'entraîneur des sportifs de haut niveau. Quelle différence majeure tu constates entre les deux accompagnements? Bah là, forcément, je prends en compte qu'il faut moduler mon discours en fait. Comme je l'ai dit, il y a des coureurs qui n'ont pas tous la même personnalité, qui fonctionnent pas de la même façon. Donc ça, c'est quelque chose que je dois et je continue d'évoluer et d'apprendre. Donc alors que quand vous êtes athlète, voilà, tout va vers vous et pour vous. Alors que là, le travail que je fais, c'est forcément pour moi, mais c'est pour les athlètes et pour du staff en fait. Donc Donc c'est beaucoup dans les mots employés, la communication. Est-ce qu'il y a une notion de communication verbale, une communication posturale, puisque la manière dont on communique dans la gestuelle est importante aussi. dans la gestuelle, dans tout ce qu'on peut faire dans le quotidien, vraiment en compétition, c'est assez minutieux en fait. C'est pas, je reçois pas tout d'un bloc, mais vraiment. Ouais, quand je ressors de compétitions ou de semaines d'entraînement, ouais, j'ai besoin de souffler parce que je fais énormément de travail. Et bon, en tout cas, ça m'aide, hein, et parce que je me considère encore comme jeune entraîneur. Alors c'est vrai que depuis 2022, j'entraîne l'équipe de France, et j'entraîne réellement en tout cas, j'entraîne depuis 2017 sur ma fin de carrière. Mais je reste encore jeune, donc et j'ai encore besoin d'apprendre des choses pour que je sois, en tout cas dans mon travail, que ça soit pertinent pour aller chercher les meilleures performances possibles. Est-ce que ça t'a semblé évident tout seul? C'est toi tout seul qui t'es dit, tiens, j'ai besoin pour optimiser mes performances en tant qu'entraîneur d'être accompagné. On te l'a soufflé ou on te l'a fortement conseillé? Comment c'est arrivé? Non, comme je l'ai dit, j'ai travaillé tout au long de ma carrière, enfin depuis mon début de carrière jusqu'à ma fin de carrière avec une psychologue du sport, et ça m'a beaucoup aidé, beaucoup aidé. Je pense que j'aurais pas fait 19 ans de carrière si j'avais pas été suivi. J'ai eu des
des bas aussi dans ma carrière et j'ai su les gérer parce que j'étais accompagné. Là, pour moi, c'était un peu la même réflexion, c'est-à-dire que j'étais persuadé de savoir entraîner, mais encore une fois, là, c'est entraîner un groupe, gérer un staff, c'est pas évident. Donc, Mais l'idée est venue de toi ou elle est venue de quelqu'un d'autre? oui, oui, de moi, Ah ouais. forcément. Bah, c'est vrai que les premiers mois, même si j'étais beaucoup pédagogue, chaque personne fonctionne différemment en fait, et j'étais surpris sur certaines choses. Le discours que je voulais faire passer, finalement, ça passait pas avec certains. Donc, pour m'aider à justement à que ça soit pertinent, il a fallu que je fasse appel à quelqu'un d'autre. Donc, j'en suis totalement satisfait et j'espère que ça sera pertinent, en tout cas sur les Jeux Olympiques. Justement, les Jeux Olympiques, compétition à part. D'ailleurs, s'il y a bien une médaille d'or qui te manque, c'est celle des Jeux, puisque j'ai vice-champion olympique, tu as une médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'il y a un supplément d'âme? Est-ce qu'il y a un truc de différent sur les Jeux Olympiques? Est-ce qu'un championnat du monde à Paris, c'est des Jeux Olympiques à Paris? Non, ça n'a rien à voir. Un championnat du monde et les Jeux Olympiques, ça n'a rien à voir, vraiment. Même là, pour mon groupe, on a vécu le championnat du monde en 2022. C'était très fort, grandiose, mais les Jeux Olympiques, il n'y a rien qui les remplace. Donc, il y a ce parfum qui fait que, en plus, c'est une fois tous les 4 ans. Là, c'est à Paris, c'est devant la famille, devant les amis, les partenaires, les amis d'enfance, enfin, devant la France entière, en fait, enfin, devant le monde entier, mais surtout, on est chez nous. Donc, euh, pour les athlètes, ça va pas être évident, mais même pour nous, les staffs, même si c'est plus facile, à mon sens, que les athlètes, on n'a pas cette pression d'être regardé sur le moment présent. Mais en tout cas, ouais, comme tu l'as dit, j'ai pas été champion olympique et je souhaite que mes athlètes le deviennent. Alors, ils vont pas tous être champions olympiques, comme ils seront pas tous champions du monde, mais c'est mon souhait. Je l'ai pas été en tant qu'athlète, mais je fais tout pour que, en tout cas, on sorte gagnant au mois d'août prochain. Déjà, je sens l'énorme envie d'y être. J'ai l'impression que ça a d'y être, vraiment. Genre, je sais pas s'ils le ressentent eux aussi à la maison, mais je sens vraiment que tu as envie d'y être. Et je ressens aussi que 9 médailles d'or de champion du monde, ça suffit pas à compenser une médaille d'or olympique. Non, justement, ça n'a rien à voir. C'est le titre suprême, d'être champion olympique. Il y a rien au-dessus en fait. Donc quand on dit viser haut, c'est ça. Au départ, tu veux être champion départemental, régional, national, européen, mondiaux, et puis Jeux olympiques. Il y a vraiment c'est le plafond. Il y a rien au-dessus. Donc, mais moi, je l'ai toujours dit, j'échangerai tous mes titres de champion du monde pour devenir. Enfin, j'aurais échangé tous mes titres de champion du monde pour devenir champion olympique. Mais je travaille pour ça et je le serai avec. En tout cas, je l'espère avec mes athlètes. C'est incroyable de te dire que tu es 9 fois champion du monde et que tu serais prêt à changer toutes tes médailles d'or pour un titre olympique. Qu'est-ce que ça changerait un titre olympique? C'est une satisfaction, c'est tout. Moi, c'est ça que je vois, c'est être le meilleur de cette compétition-là. Et pour le coup, j'ai jamais été. Euh, j'ai fait plusieurs fois deuxième, une fois troisième, mais jamais été le meilleur sur cette compétition-là. Alors que je l'ai été au championnat du monde, championnat d'Europe et tout. Donc, comme j'étais un grand joueur et je voulais montrer ou prouver à mes concurrents que j'étais le meilleur, j'aurais bien voulu le faire sur les Jeux Olympiques. Et j'aurais été champion olympique, ouais, c'était une satisfaction, voilà, puisque c'est des objectifs de carrière en fait. Quand je suis arrivé, voilà, et je voulais devenir champion du monde et champion olympique. Donc voilà, c'était la satisfaction après avec tout ce qui arrive derrière, mais la satisfaction de se dire voilà, j'ai été champion olympique. Justement, revenons à tes débuts. Revenons à l'époque où tu commences par le football. Et puis, au final, comment tu passes du foot à un deux roues? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ouais, à savoir que j'ai fait du foot à l'époque, j'étais très jeune, 7, 8 ans ou 9 ans, je sais plus, parce que j'avais des potes qui en faisaient, j'avais des amis qui en faisaient, j'étais pas forcément passionné par le foot comme je suis devenu quelques mois après. Ça veut dire que Euh, tu n'as pas regardé la victoire du PSG. C'est ça que tu es en train de me dire. Tu n'as pas regardé? Non.
dire qu'à l'époque, j'étais pas passionné par le foot, comme je le suis Ah, devenu quelques mois après ou quelques années après, en fait. Donc bah, là, on va pas s'écarter du sujet, on parle de. non, on parle bien, mais on Et, parle bien de cyclisme. mais en fait, non, puis j'ai arrêté très vite le foot. J'ai dû faire 3 4 mois de foot. Et peut-être un an après, j'ai voulu faire du duo parce que bah, en tant qu'originaire de la Guadeloupe, ou en tout cas des Antilles, c'est voilà, c'est pas le sport numéro un, mais c'est tout comme. Ça a une grande ferveur, ça a une grande ferveur là-bas et ouais, j'ai voulu m'y mettre. Mon père avait beaucoup de revues de presse aussi à la maison, en parlant des grands champions de l'époque, et ça m'est venu comme ça en fait, l'envie de faire du cyclisme traditionnel, donc sur route. Et justement, comment t'es passé de la route à la piste? Comment je suis passé? Bah, j'ai gravi les échelons donc quand j'ai eu ma première licence et je suis arrivé en cadet première année ou deuxième année. J'ai eu l'opportunité de faire mon premier championnat de France sur piste, de cyclisme sur piste. Je fais deuxième et là j'ai été repéré par l'entraîneur national de l'époque et j'ai continué en tout cas de grandir ou de perfer l'année d'après et j'ai eu la proposition de rentrer à l'INSEP au centre national dans le Bois de Vincennes en 2002. Voilà, c'est ça, en 2002. Voilà, voilà, ça m'est venu comme ça. Pourquoi le pourquoi du comment? Alors moi à l'époque, je sais pas ce que c'est l'INSEP, c'est mon père qui m'en parle. Comme j'aime à dire, voilà, je suis supporter de Paris. Moi, quand il me parle, il me dit ouais, mais l'INSEP, c'est comme si tu rentrais au PSG, quoi, en fait. Donc bon, bah, voilà, j'y vais, et tout C'est ça. l'argument ultime. Ouais. Oui, bon, au-delà de ça, c'était surtout, voilà, ça pouvait me permettre d'être le meilleur dans mon sport. Voilà. Le cyclisme, de façon générale, c'est vraiment un sport qui est dans la douleur. Le cyclisme sur piste, j'ai l'impression que c'est encore pire. Je n'ai pas eu, j'ai envie de dire, pour la beauté du sport, j'ai pas eu la chance d'essayer le cyclisme sur piste. D'un autre côté, j'ai envie de dire, tant mieux que j'ai pas eu cette chance parce que vous prenez comme des coups de couteau dans les cuisses. Alors le lactique, pour le coup, je sais ce que c'est en tant que bonne athlète que j'ai été. Mais cyclisme sur piste, c'est un rapport à la douleur qui est quand même particulier. Comment tu as pu, parce que tu as 19 ans, hein, tu l'as dit tout à l'heure, comment on appréhende ce rapport à la douleur de façon quasi quotidienne? Ouais, je dirais que j'ai pas fait d'athlétisme, mais c'est similaire aussi à l'athlétisme. Hein. Moi, j'ai choisi la longueur. Hein. Je veux dire, le lactique, c'était pas le truc, c'était pas la discipline où tu avais plus de lactique. On a fait un peu, mais je veux dire, quand tu cours, à partir du moment où tu cours, que tu fasses, je sais pas, un 30 mètres, un 60 mètres ou un 200 mètres, bon, la distance est un peu plus longue, mais tu cours quand même, donc les muscles sont en souffrance. Mais comment j'ai pu, j'ai pas aimé m'entraîner, mais j'ai aimé souffrir pour devenir le meilleur. C'est surtout ça, en fait. Et je profite ouais, de notre entretien, en tout cas, pour dire que en tout cas, j'ai été le meilleur de ma discipline, mais ça a été beaucoup de souffrance en fait dans le quotidien. Mais tu souffres pas parce que tu as un objectif en fait. Tu souffres parce que tu as un objectif, parce que tu veux. En tout cas, pour moi, c'était devenir le meilleur et rester le meilleur à partir du moment où j'étais champion du monde. Donc c'est beaucoup de souffrance mais tu le fais parce que bon, pas automatiquement, parce que moi je me levais aussi les matins. Vas-y, aujourd'hui, il faut que je sois capable de me donner au maximum, même si aujourd'hui je suis fatigué, aujourd'hui il fait pas beau, il fait froid, tout ça. C'était ma mentalité, c'était ma mentalité. Donc ouais, c'est vrai, 19 ans de carrière. Après, c'était pas 19 ans où voilà, il y a eu des hauts et des bas, mais en tout cas, dans l'état d'esprit, pour être le meilleur, en tout cas, parce il y en a qu'un sur la plus haute marge du podium, ouais, être capable de souffrir et souffrir plus que celui qui est à côté de moi à l'entraînement, quoi. Justement, souffrir plus que celui qui est à côté de toi, c'est l'INSEP, c'est un peu le Graal hein, quand on arrive et d'ailleurs quand on accède à l'INSEP, on se dit ça y est, j'ai accédé au très haut niveau, je fais partie des meilleurs. Mais ça veut dire que tu t'entraînes avec tes concurrents directs. Hein. Comment? Moi, je suis pas arrivé à l'INSEP, ça y est, c'est fait, je suis installé, ça va. Non, moi, là, c'était là que ça commençait pour moi. Là, ça commençait, bah, tu tombes avec des champions du monde, champions olympiques. C'est là où j'allais Euh, en venir. Là, Exactement. il y a un célèbre sportif qui a dit, on ne parle pas d'âge.
Euh, une fois que tu sors des juniors, en fait, tu tombes déjà avec des personnes qui ont peut-être 10 ans de plus que toi, 15 ans, voilà. Donc là où il faut s'accrocher, c'est-à-dire ben si tu veux prétendre aux meilleures compétitions et pourquoi pas être le meilleur, faut déjà que tu battes ben, les meilleurs, en tout cas les approcher sur les chronos, sur voilà et c'est ce qui rend, en tout cas ce qui m'a rendu facile, plus facile le quotidien, c'est-à-dire que voilà quand t'es fatigué, tu te lèves, t'as souffert hier, aujourd'hui tu dois encore souffrir, t'as vomi à l'entraînement, mais tout ça, ça te forge un mental que en fait, qui te permet de surpasser pas mal de choses un peu plus tard. Mais au début, comment tu fais? Ben voilà, t'as envie d'être sélectionné, représenter ton pays, t'as envie d'être le meilleur, donc battre les meilleurs Français. Et puis à savoir que moi, quand j'arrive, il y a encore Florent Rousseau, Laurent Gannet, Arnaud Tournant. Voilà, donc soit les crocs tu les as, soit tu les as pas. Le quotidien, c'est quoi le plus difficile, justement? Le plus difficile, c'est de souffrir. C'est de souffrir pas par jour. Pareil, moi j'arrive à l'INSEP, j'ai jamais soulevé une barre de musculation. Je m'entraîne, je sais pas, 2 fois ou 3 fois dans la semaine. Là, du lundi au samedi, 2 fois par jour. Rajouter 3 séances de muscu. Tu comprends pas ton corps, t'as les jambes, bah, tu comprends pas en fait, tu comprends rien. T'as la fatigue qui arrive. Moi, je m'en souviens de certaines séances. Déjà, rien qu'à l'échauffement, j'étais à plat en fait, j'étais à plat. Mais comment tu fais? Voilà, l'entraîneur à l'époque, il te dit bon bah voilà, il va falloir que tu t'accroches et te donner. Alors certains disent 2 fois plus. Moi je me disais, faut que je me donne 4 fois plus que les autres, même ceux qui sont arrivés 1 an ou 2 ans avant moi. Ou tu vois, je suis arrivé avec un autre, je m'en souviens plus de son prénom, mais on était deux du même âge arrivés. Le mec, il avait des facilités en musculation, vraiment, il m'écœurait, mais toujours, enfin, croire en moi, toujours croire que le travail que je fais, ça va payer en fait. Certains Donc, sont arrivés dans une situation de burn-out en se disant j'ai trop fait, j'ai tout donné, j'en peux plus. ouais, Est-ce que c'est une question que tu t'es posée? Est-ce que c'est un truc que tu as ressenti à un moment donné? non, ceux qui ont trop fait, c'est en fait avant d'arriver à l'INSEP en fait. Voilà, c'est ça encore avec les années qui passent et moi je dis pour le coureur qui est arrivé en même temps que moi, et déjà musculairement, tu vois il était déjà bien dessiné. Apparemment son père avait une salle de muscu, donc il avait déjà touché à la muscu. Après, je sais pas s'il soulevait de la charge, mais il avait une aisance. Je peux te dire que à m'écurer, tu vois. Mais je me concentre, je me donne. Mais le burn-out, c'est là où il est fait en fait. C'est vouloir trop faire avant en fait. Moi, je suis arrivé à l'INSEP en junior, c'est ça, junior deuxième année, c'est ça, 17 ans, je crois, ou 16 ans et demi. Enfin, voilà, j'ai pas été cramé par ce que j'ai fait avant en fait. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, même si tu commences avant. Ça dépend ce que tu fais aussi, voilà. Mais non, non. Après, moi, j'ai pas eu peur. Vraiment, je me suis toujours dit. Et mon père, quand il m'a déposé à l'INSEE, je me rappelle à la première journée, il m'a dit voilà, la fils, t'as le moyen de devenir le meilleur du monde en suivant ce que les gens te disent en fait. Donc, le but c'était de devenir le meilleur du monde. Donc, tant que je n'étais pas arrivé à mon objectif d'être le meilleur du monde, c'est me buter en fait, me buter. Hein. Je passais des week-ends, des fois je rentrais chez moi, je dormais, je faisais que de dormir. Les potes, vas-y viens, et je dormais. Et des fois, ça m'est même arrivé les premiers mois, je voulais même pas revenir à l'INSEP tellement j'avais mal, tellement j'avais mal. C'est pas. Bah, au début, tu comprends pas, hein. Ton corps il comprend plus rien, il faut qu'il s'adapte, tout ça. Mais non, j'ai pas eu peur. J'ai toujours eu une grande confiance en moi. Certains, donc en tout cas par la suite, on trouvait ça peut-être que c'était arrogant, mais bon, je fais partie des personnes qui croient qu'avec le travail, voilà quoi, tu es récompensé tôt ou tard en fait. Le travail, justement, ça forge un physique, qui est assez particulier chez toi. On en a parlé il y a quelques années, il me semble que c'était 2012. D'ailleurs, je crois que ma première émission de télé, embauchée par France Télévisions, c'était avec toi. C'était le premier invité, donc tu vois, c'était en 2012. Aujourd'hui, on est en 2024, 12 ans plus tard, on est en live sur Instagram. Finalement, je me dis que ça fait chaud au cœur. On s'est pas perdu de vue. Juste, je me souviens que l'une des conversations qu'on avait eues, c'était tes cuisses, qui étaient quand même
hors norme, qui était très, très, très musclé, voilà, hors norme dans le sens très musclé, et tu me disais que tu étais obligé de faire des vêtements sur mesure. Ouais, Tu, c'est hors norme, je sais pas, bah, hein. quand on arrive à en faire des vêtements sur mesure, c'est que forcément on n'est plus dans les normes de la mode. Maintenant, après, le physique il change. Ouais, ouais, j'ai un tour de cuisse de 69, 70 centimètres. Ouais, oui, c'était pas évident, c'est pas évident, mais bon, la plupart du temps, je m'entraînais, donc c'était en cuissard, donc j'ai pas les cuisses qui frottaient, et si j'étais pas à l'entraînement, je restais plus ou moins posé chez moi. Mais c'est vrai que pour des cérémonies, des baptêmes, des mariages, quand tu vas être bien habillé, forcément là, t'étais obligé de faire du sur-mesure, parce que tour de taille ça suit, par contre t'arrives au tour de cuisse, ça suit plus, donc voilà. C'est vrai que c'est pas évident pour ça. Comme justement, est-ce que tu as eu le sentiment que dans la vie de tous les jours, pas dans le monde du cyclisme, puisque c'est relativement quasiment normal d'avoir des cuisses bien formées, bien moulées dans votre domaine, mais dans le monde lambda, je veux dire, quasi normal, est-ce que tu as le sentiment qu'il y a des gens qui regardaient particulièrement tes cuisses, ton corps, ils ont fait des commentaires? Ah, Ouais. ah oui, mais quand t'es en coupure, notamment en vacances en Guadeloupe, à la plage, genre, ils prêtent attention. Bah, ça sort. Est-ce que ça sortait du commun? Je sais pas. Moi, je le vivais pas comme ça. Mais oui, 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 c'est eu certaines questions, commentaires, voilà, ou même ne serait-ce que même déjà quand j'allais dans des salles de muscu en dehors de l'INSEP pour pratiquer mon sport, en tout cas m'entraîner. Ouais, ça m'a valu des questionnements, mais bon, ouais, moi, je le voyais pas comme ça, en fait. Je le voyais pas C'était comme pas ça. désagréable. Il n'y a eu aucun commentaire désagréable. Ah non, 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 du tout, du tout. Parce que j'étais bien proportionné, en fait, du corps. Enfin, c'était harmonieux, on va dire. C'est vrai que certains athlètes, hein, encore aujourd'hui, peuvent avoir d'énormes cuisses, et puis au niveau du corps, voilà, quoi, ça suit pas, en fait. Donc, c'est ça qui fait que c'est un peu, voilà, ça fait pas beau à voir, mais non, j'ai pas eu de choses désagréables. Quel bilan tu tires de ta carrière de sportif? Quel bilan? Bah, plutôt positif, hein. Un bilan. Ah, Ah oui, non, non, on peut. c'est difficile de dire autre chose, mais Non, je te ouais, laisse le dire. on m'a pas forcément beaucoup posé cette question-là, mais moi, je suis très fier de ce que j'ai pu faire. J'ai aussi perfé très vite, très tôt. C'est pour ça, ben, ça m'a permis aussi de faire une longue carrière aussi. Bon, certes, j'ai pas été champion olympique, mais tous les objectifs en dehors du titre olympique que je me suis fixé, ouais, j'ai coché les cases. Donc, non, non, je suis très, 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 très fier, ouais, de mon bilan, d'avoir représenté mes origines, mon pays, ma couleur de peau, à travers le monde aussi. Ce qui rend fier aussi, c'est qu'on, même après, aujourd'hui, tu vois, bah, pareil, j'étais en compétition il n'y a pas longtemps, bah, t'as des messages, t'as des personnes ouais, qui se rappellent aussi de ce que de ce que je faisais. Donc, non, non, je suis très content, et c'est un bilan positif, hein. Justement, tes origines, on y revient. Tu es né dans l'Hexagone, comme on dit maintenant, parce que c'est rentré dans la loi, il faut dire l'Hexagone. Et tu es originaire de la Guadeloupe. Ça a toujours été important pour toi de porter les couleurs, d'en parler. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une force, en fait. C'est une force, hein, quelles que soient les origines, en fait, d'avoir ouais, je dirais de culture, c'est important. Et moi, dans ma carrière, je l'ai ressenti. C'est pour ça que mon entraîneur de l'époque me laissait partir certaines semaines, même si c'était pour m'entraîner. Voilà, je partais me ressourcer là-bas. J'ai encore beaucoup de familles aussi en Guadeloupe, donc non, c'était vraiment important pour me ressourcer, changer aussi les idées, mais continuer de travailler. Voilà. J'ai pas, bon, j'étais encore athlète, mais au moment du confinement, je me suis entraîné en Guadeloupe. Enfin, ça m'a fait énormément de bien. Je sais que si j'étais resté en France, je pense que j'aurais même arrêté peut-être plus tôt ma carrière. Non, ça a toujours été une force, et pour discuter, même pendant ma carrière et même après, avec d'autres sportifs, hein, de toute origine. Voilà, faut être fier de ses racines et s'en servir
pour être plus fort ou même ne serait-ce que d'être bien dans sa peau, quoi. En 2021, en janvier 2021, tu annonces la fin de ta carrière, juste avant les JO de Tokyo. Comment la décision elle est prise et pourquoi à ce moment-là? Je vois un sourire. Pourquoi tu souris quand je pose cette Parce question? que ça me rappelle justement, tu l'as dit la date en janvier 2021, donc ouais, je souris parce que bah ouais, ça fait bizarre, quoi, ça fait bizarre de l'annoncer en fait publiquement. Qu'est-ce qui t'a fait Euh, bizarre de l'annoncer? ben, toi, tu dis stop en fait. C'est toi qui dis stop. C'est pas comme quand t'arrives, tu dis pas moi j'arrive, je vais faire cette carrière. Hein. Tu dis rien. Mais bon, ouais, de l'annoncer publiquement. Avant ça, voilà, j'ai quand même annoncé à mes partenaires, ma famille, voilà. Mais ouais, ça fait bizarre, c'est bizarre. Bah, c'est une page qui se tourne, donc, tout simplement. Hein, voilà, là tu prends conscience de ce qu'on te disait il y a des années. Où, voilà, une carrière c'est court. Alors bon, c'est relatif puisque moi j'ai fait 19 ans, mais c'est une partie de ta vie qu'en fait qui se ferme. Voilà. Quand tu l'annonces, qu'est-ce que tu ressens dans les premières semaines? Qu'est-ce que tu fais dans les premières semaines? Pourquoi à ce moment-là, tu me réponds pas? Pourquoi pile à ce moment-là? Parce qu'on est, alors bien sûr, Tokyo 2020 aurait dû avoir lieu, n'a pas lieu et est reporté à 2021. Pourquoi tu te dis pas, bon, allez, il y a que 6 mois à pousser, je fais Tokyo et je termine. Pourquoi j'arrête là? Pourquoi pile à ce moment-là? Si, je me suis posé ces questions-là, surtout que j'étais sélectionné ou en tout cas Il y presque avait sélectionné. des chances. Il y avait des Oui, chances en tout cas. il y avait des chances, mais comme je te l'ai dit, j'étais un athlète en fait. Pour moi, le travail paye, doit payer. Sauf que là, je continue de travailler, mais est arrivé peut-être octobre 2020, peut-être octobre 2020 ou novembre 2020 plutôt. J'ai senti, vraiment, c'est pour le coup, je l'ai senti comme ça en fait. Je finis une séance, je suis à l'INSEP, je finis ma séance, et là, je suis tout seul face à moi-même, hein, et puis je suis là, je reste, et mais j'arrive pas à mettre un mot, à décrire, mais je sens qu'il y a un truc bizarre en moi en fait, qui est arrivé en fait. Qui est cassé, qui est brisé ou qui est, oui, t'es au bout de quelque chose. Ouais, ouais, et puis j'ai pas aimé ce que j'ai mis, enfin ce que j'ai mis. J'ai pas aimé le ressenti de ma séance. T'es quelqu'un, moi j'ai pas tout ce qui est data, chrono, tout ça. Ça fait bien longtemps, en tout cas dans ma carrière, j'ai mis ça de côté. Pour le plus important pour moi, c'était l'investissement que je pouvais mettre. C'est-à-dire que si je m'étais mis à 100%, voilà quoi. Moi je suis content, je rentre chez moi, voilà, j'ai fait ce que j'ai à faire. Et là, j'étais dans ce mood-là, sauf que j'ai pas ressenti que j'étais à fond en fait. Bon, ça m'a fallu quelques séances encore après, mais et je me suis rendu compte, euh, ouais, je me suis rendu compte peut-être que c'était ça en fait la fin, le truc qui fait que bon bah après 19 ans de carrière quand même, que cette flamme que j'avais, peut-être que voilà, elle était partie et je m'étais dit bah partie pour partie, est-ce que ça vaut le coup de pousser jusqu'au jeu, même s'il restait 6 mois. 6 mois c'est long, mais quand on a 6 mois de souffrance dans le quotidien, les... On sent, on sent que tu le dis avec les non, tripes quand même. mais que oui, les calculs ils sont pas bons. À partir toi, tu sens que la flamme elle est plus là, mais tu veux essayer de continuer pour gratter, je sais pas, un pactage, un truc comme ça. Moi, à partir de ce moment-là, je sens plus la flamme. Je me dis ça, je peux plus être performant. Je peux plus être performant. Donc, et plus performant. Donc, est-ce que ça vaut le coup de rester là, voilà, de faire encore, je sais pas, des cinquièmes jeux, avoir le pactage, être là. Moi, non, non, j'étais pas, voilà, ça n'a jamais été mon truc. Je suis pas un fonctionnaire du sport. Euh, voilà, donc le choix, je veux pas dire a été vite fait, ça a pas, voilà, j'ai eu des réflexions, mais non, non, j'ai arrêté et tu posais la question, qu'est-ce que j'ai fait derrière? Bah, derrière, j'ai kiffé la vie, tout simplement, j'ai kiffé. J'avais ma fille à cette époque-là, la famille, les voisins,
tu découvres, enfin, c'est une nouvelle vie en fait qui commence tout simplement, une nouvelle vie qui commence sans contrainte. Quand je dis sans contrainte, tu dois manger ci, manger ça, tu dois te coucher à telle heure parce que demain, voilà, toute la semaine ça va être difficile, tu vas souffrir, et puis tout ce genre de choses. Donc voilà. Qu'est-ce que tu découvres à ce moment-là que tu n'avais pas le temps avant de faire? Prendre le temps en fait, prendre le temps, voilà, prendre le temps. Ah, le voisin, ah, tu viens prendre l'apéro, on discute. Prendre le temps en fait, tu t'es posé, tu te dis pas, tu regardes pas ton téléphone, ou ta montre, putain, ouais, désolé, je peux pas rester trop longtemps parce que demain, ouais, en fait, tu vis, ouais, tu vis et alors moi je fais partie des athlètes qui ont eu cette chance aussi d'être accompagnés par leur ville et leur département. Donc quelques mois après, j'ai commencé à travailler. Ouais, je suis vraiment entré dans la vie active. Donc ouais, ouais, moi j'ai pas été, j'étais prêt à arrêter. Hein, de toute façon, j'étais prêt à arrêter. Et voilà, la vie c'est ça en fait. La vie c'est ça, c'est se lever tôt le matin, rentrer à pas d'heure, discuter avec ton voisinage, s'occuper de ta baraque, enfin ta maison, aller voir la famille, les amis, enfin voilà, quoi, tout ça. Vivre, tout Comment ça. s'est passé ton entrée dans la vie active, dans la vie normale de monsieur et madame tout le monde? Bah, comme je dis, j'ai donc déjà à l'INSEP, dès l'entrée, on dit il faut réfléchir à l'après-carrière aussi, donc même si c'est un peu chiant quand t'es jeune, mais tout ce qu'on nous dit, ça prend son sens en fait une fois on est plus athlète de niveau en fait. Donc et que oui, vous verrez une fois que vous êtes plus athlète de haut niveau, vous êtes dans la vie active, t'as beau être champion du monde, champion olympique ou quoi que ce soit, t'es au même niveau en fait, t'es au même niveau que tout le monde. Donc mais je dirais que comme je l'ai dit, avec l'INSEP, avec Créteil, j'étais licencié à Créteil. J'avais un contrat aussi au conseil départemental du Val-de-Marne aussi. Des choses qui ont été préparées aussi en amont. Hein. Vraiment, c'est vrai que j'ai fait 19 ans de carrière, mais j'étais accompagné sur ces aspects-là où, voilà, prendre la mesure même si tant que tu l'as pas vécu, tu te rends pas compte, mais voilà, attention, quoi. Crois pas que, voilà, t'es, entre guillemets, le meilleur du monde, ouais, tu vas être choyé et tout ça. Non, y a personne qui vient te masser, il y a personne qui, enfin, ah ouais, ouais, non, 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 mais sincèrement, pour le coup, je m'étais pas posé de questions, mais j'ai tout bien pris en fait, tout bien pris. Et l'arrivée dans mon activité, tu discutes avec des personnes qui sont loin de là. Et puis moi, j'étais pas quelqu'un à me dire ouais, j'ai fait du sport avant et tout. Les gens ils savaient pas ce que j'avais fait avant, ou alors si je parlais un peu de sport, c'est voilà, je dis j'ai fait du sport, mais sans en rajouter. Donc c'est bien en fait, les gens te considèrent comme un être humain tout simplement, et voilà, tu apprends à connaître les gens aussi, voilà. Tu parlais justement de la ville qui t'a accompagné, c'est Créteil. Et moi, je vivais dans la ville de Créteil. D'ailleurs, on se croisait régulièrement au bord du lac quand j'allais faire mon petit footing. Enfin, régulièrement, de temps en temps plutôt. Tu étais très valorisé justement par cette ville de Créteil. Et pourtant, quand tu as commencé à travailler au sein de cette ville, il y a encore des gens qui ne te connaissaient pas? Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Étonnant. Bah Ok, oui, pour moi, non, tu étais tellement valorisé, mis en avant non, régulièrement que c'était c'est quasiment impossible. parce que les personnes, ils sont pas, c'est des personnes qui n'étaient pas sur le sport, hein, faut le dire, hein, et très vite, hein, t'échanges un peu avec eux, voilà, quoi, à part connaître Kylian Mbappé, non, ils n'ont pas, voilà, quoi, c'est pas des mordus de sport, donc voilà, mais c'était pas plus mal, hein, c'était pas plus mal, hein, moi je demandais pas à être considéré comme l'ancien champion, voilà, hein, donc non, 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 ça c'est, ouais, j'ai eu un petit, pas un petit accrochage, mais j'ai eu une petite expérience qui montre aussi ce que je suis en train de dire en fait que et là pour le coup c'était l'inverse en fait. Une de mes responsables c'était un peu mal exprimé vis-à-vis de moi. J'avais simplement dit que voilà, bon, je suis pas
je sais pas son enfant ou un truc comme ça, et ouais, qu'elle devait me respecter. Et l'après-midi d'après, il s'avère qu'il y avait un truc un peu média, mais bon, et le président du conseil départemental, enfin, voilà, lui pour le coup il connaît les sportifs, il me voit là, ah, bah, voilà, je suis dans l'échange, ah, des photos, tout ça, il part, c'est fini. Ah, comment ça se fait que tu connais ah, machin, ah bah si tu veux tu peux rentrer plus tôt aujourd'hui. Non, bah, tranquille. Non, non, je vais partir à l'heure de d'habitude avec les collègues et puis c'est tout quoi. Voilà. Certains ont du mal justement à vivre cette adaptation, les us et coutumes, la manière de parler, la manière de s'habiller, la manière d'avoir un rythme qui est quand même très cadré, hein, de métro boulot dodo. Mm. C'est pas toujours évident pour tout le monde de rentrer dans ce cadre-là, dans un rythme qui est qu'on n'a pas connu pendant des années, qu'on n'a jamais connu d'ailleurs. Est-ce que ça, comment toi tu l'as vécu, cette rentrée dans un rythme que tu connaissais pas avant, avec des us et coutumes, des langages différents? Je l'ai bien vécu, hein, je l'ai bien vécu. Hein, moi, à partir du moment où il y a les règles ou tu connais les règles ou les codes en tout cas. Bon bah tu navigues dedans, hein, t'es poli, tu parles bien avec les gens, tu t'inventes pas une histoire, tu fais ce qu'on te demande de faire. De toute façon c'était pas compliqué, hein, les matins, bon voilà, aujourd'hui c'est ça, 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 ça. Voilà, tu fais, t'es dans l'échange, voilà, t'es quelqu'un de assez sociable. Je pense que le fait aussi d'avoir grandi aussi à l'INSEP tout au long de ma carrière, le fait de discuter avec d'autres sportifs, des personnes aussi du personnel, ça m'a aidé. Hein. Je dis ça parce que aujourd'hui, moi, j'ai des athlètes qui s'entraînent à 50 ans, où il n'y a pas forcément voilà, de ce côté social où ils sont entre eux, voilà, ils sont entre eux, il n'y a Ouais, pas vous êtes forcément assez isolé. assez isolé. Donc, mais bon, bah, j'ai grandi, j'ai aussi évolué tout au long de ma carrière. Hein. Je pense que j'ai aussi des agents où on m'a fait comprendre aussi que, tu vois, quand t'es invité à droite à gauche, alors c'est pas répondre à toutes les sollicitations, mais il faut aussi penser à demain. Peut-être que, toi, t'auras besoin d'un petit coup de pouce à certains moments de enfin, de ton après-carrière. Voilà. Donc, non, vraiment, j'ai, par expérience, et je suis sincère, j'ai pas d'appréhension. Même si je savais que certains anciens sportifs bah, l'ont mal vécu parce que ben ouais là t'es considéré comme quelqu'un de lambda, ce regard peut-être que il s'était fait quelque chose enfin voilà Tu en avais entendu parler justement de oui l'après-carrière. Il y avait des gens, je sais pas, alors au cours d'une carrière, on parle évidemment, et à l'INSEP notamment, sur le fait qu'il faut penser à l'après, en ayant des diplômes, en faisant un réseau, etc. Mais l'après-carrière identitaire, la santé mentale, le bien-être, est-ce que c'était quelque chose, là tu viens de le dire, que certains avaient mal vécu? On t'en avait parlé encore quand tu étais oui sportif? oui, oui, bien sûr. Hein. Et j'ai vu aussi quelques reportages aussi qui commençaient à se faire là sur ma fin de carrière, sur la précarité des athlètes. On en parle de plus en plus, heureusement. Encore peu à mon sens, mais je pense que c'est important. C'est important. Mais j'ai eu cette chance-là en grandissant à l'INSEP, dans le relationnel aussi avec la ville de Créteil et le conseil départemental du Val-de-Marne. Voilà, j'ai eu quelques petites mises en situation qui ont fait que voilà, j'étais est-ce que j'étais prêt? En tout cas, j'avais vécu certaines expériences et que voilà, quand je me suis retrouvé justement de l'autre côté, ouais, c'était assez simple, assez simple. Vraiment, je j'ai pas à m'en plaindre, mais je sais que d'autres ou d'autres de mes collègues, enfin de mes amis, ça a été très dur, très dur. En plus de ça, ben oui, c'est vrai que quand t'es sportif de haut niveau, tu voyages à travers le monde, t'es plus ou moins choyé, t'as un staff autour de toi. Ouais, ça reste une belle vie, même si, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de souffrance, mais être sportif de haut niveau, ça reste une belle vie. Mais il faut comprendre que c'est qu'une partie de la vie et la vraie vie, c'est pas ça, en fait. La vraie vie, c'est pas ça. Donc moi, non, non, je l'ai bien, vraiment, j'ai pas à me plaindre. Vraiment, j'ai pas à me plaindre. Et encore une fois, j'étais prêt aussi à basculer de l'autre côté, quoi. Justement, comment est arrivé, on parle de bascule, tu parlais de ton travail dans ta ville. À quel moment est arrivée la proposition? Comment ça s'est passé, justement, cette transition entre le boulot dont tu parlais à la ville de Créteil et le fait que tu sois entraîneur aujourd'hui? Alors, pour te dire, quasiment à mon début de carrière, en fait, j'ai cette proposition de
contrat de CIP avec la ville de Créteil et les conseils départements du Val-de-Marne. Et voilà, où alors c'est plutôt mon père, parce que j'avais quoi, peut-être 18, 19 ans ou 20 ans même, où j'ai cette proposition-là, et c'est mon père qui dit ouais, qu'il aimerait bien que voilà, une fois que j'arrête ma carrière ou en cas de blessure, voilà, mon fils il puisse travailler quoi déjà. Donc voilà, ça c'est quelque chose que, et ça je remercierai jamais assez mon père pour ça. C'était rassurant de savoir que tu avais cette porte de sortie-là? Non, même pas, parce que là, j'ai 20 ans, 20 ans, tu penses pas à demain en fait. Tu penses à charbonner pour tes objectifs fixés, voilà, pour devenir champion du monde, champion olympique. Tu penses pas. Mais les années passent et tout, voilà. Et t'entends ou tu vois des sportifs qui sont blessés, qui bon finalement qui étaient salariés, mais que le contrat s'arrête. Donc voilà. Mais c'est pas non, c'est plus tard que j'ai pris conscience de ça, en fait. C'est plus tard que j'ai pris conscience de ça, mais à 20 ans, non, t'es pas là-dedans, t'es tout feu, tout flamme. Donc voilà, c'est pour ça aussi c'est important d'être bien entouré. Et, euh, et, euh, et après, alors, moi, de toute façon, on m'a toujours dit, au sein du conseil départemental, ils vont pas créer de poste d'entraîneur pour moi, parce que j'ai passé mes diplômes d'entraîneur pendant ma carrière. Mais je savais plus ou moins que c'est là-dessus que j'allais m'orienter après. Et c'est sur ma fin de carrière où j'ai commencé à entraîner au club de Créteil, voilà, dans mon club de Créteil. Et puis après, voilà, on m'a proposé l'équipe de France en 2022. Et puis voilà, mais ça c'est toujours harmonisé avec la ville de Créteil et le conseil départemental en fait, qui eux allaient pas, en tout cas, me mettre des bâtons dans les roues parce qu'ils savaient très bien que c'était ce que je souhaitais par-dessus tout quoi. Avant de se quitter, on va entamer la petite dernière rubrique. Alors, j'ai identifié qu'il y a 5 pôles majeurs de changement après la carrière. Alors, évidemment, il faut faire le deuil de la carrière qu'on a vécue, le deuil de la carrière qu'on aurait aimé vivre, mais il y a également 5 pôles qui changent énormément. Et je vais te dire, alors les 5 pôles, je te l'ai dit tout de suite, c'est l'identité, le physique, l'entourage. On a parlé déjà un peu de tout ça, donc ça va faire un peu un résumé de tout ce qu'on s'est dit. Et puis, on va aller certainement un peu plus loin sur certains sujets. Donc, l'identité, l'entourage, les finances, forcément, et puis le changement physique. Donc, si je te dis rythme de vie, j'imagine que pour toi, aujourd'hui, il est quasiment redevenu le même que ce que tu as vécu quand tu étais sportif de haut niveau, voire pire peut-être même. Exactement, exactement. C'est fait partie des moments où c'est pas forcément facile à vivre hein, parce que 19 ans de carrière et puis là tu rebascules encore dans un rythme où voilà, tous les jours, même des fois le week-end, donc c'est même peut-être un peu pire que quand j'étais athlète et ouais, c'est pas le mieux dans le boulot là, c'est pas le mieux, hein. Ouais, vraiment un peu trop, enfin un peu trop. Après, ouais, c'est ce que je m'étais dit aussi. Si je bosse, en tout cas, je travaille à ce niveau-là, t'es obligé de remettre à fond, quoi. Remettre à fond. Voilà. Tu repars en stage, tu repars en compétition, tu te grattes des fois la tête la nuit à te remettre des plans en question, etc. Ce que tu ne faisais pas quand tu étais sportif de haut niveau. Ouais, c'est pas, oui, oui, exactement. De toute façon, je suis passionné, mais c'est au quotidien, c'est tous les jours, c'est même quand t'es en pseudo coupure, réflexion, voilà, quoi, je sais pas si si je pourrais faire autrement, mais en tout cas, à ce niveau-là, est-ce que c'est normal? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il reste 99 jours en vue des Jeux Olympiques et je pense que voilà, tu veux rien rater, tu veux rien oublier. T'as posé des choses il y a quelques mois. Ah bah tiens, non, finalement, pourquoi je le changerais pas? Enfin, voilà, t'es toujours en réflexion, à part quand t'arrives à dormir la nuit. Mais bon, même la nuit, je dors pas non plus, je fais pas des peines, quoi. Quand on a un rythme de vie d'entraîneur de haut niveau, on est obligé d'avoir un entourage qui continue à te suivre, qui continue à presque murer ta vie puisque tu as une vie de famille. Il faut assurer le quotidien. Parce que l'entourage est aussi important que lorsque tu étais athlète, du coup. Ouais, bien sûr, même si c'est un autre niveau. Voilà, c'est un autre niveau. Là, moi, quand j'étais athlète, donc j'ai toujours la même femme hein, qui me suit même après ma carrière.
qui est là pour canaliser, t'aider, relativiser sur certaines choses. Là, c'est un peu le cas, même si c'est plus un partenaire, c'est-à-dire que ben ouais, il y a des choses forcément des tâches qui sont liées par rapport à la maison que l'on doit faire ou par rapport à la petite, tu vois, pour l'école. Donc voilà quoi, ben tiens, aujourd'hui moi je vais pas pouvoir rentrer à cette heure-ci pour aller récupérer la petite. Donc voilà, c'est lié. Et c'est important parce que ben ouais, quoi, c'est si j'avais pas ma femme, j'aurais peut-être pas fait peut-être aux 19 ans de carrière. Enfin ma femme, il faut trouver la bonne femme surtout. Et en tant qu'entraîneur, peut-être que j'ai réussi à arrêter avant aussi. Donc il y a beaucoup de compréhension de sa part, hein. J'étais athlète et puis là en tant qu'entraîneur, donc voilà, et les joies, elle les vit avec moi, les peines, elle les vit avec moi aussi. Donc voilà, mais bon, il y a 99 jours et puis bientôt 98 et puis après on verra s'il y a des petits, si on doit modifier, si je dois modifier certaines choses pour la suite. L'entourage, notamment, on en parle là, c'est quelque chose qui change énormément après la carrière. Quand tu es passé à la ville de Créteil, ça a changé. Les gens que tu fréquentais au quotidien étaient plus les mêmes. Là, ce sont de nouveau les mêmes puisque, alors sauf ta femme qui t'a suivi. Alors ta femme, on en parle, hein, c'est Olivia Montauban, double championne du monde junior. Voilà, il faut dire que tu es accompagnée par quelqu'un qui comprend ce que tu vis, qui a accompagné ton quotidien à l'entraînement, qui a accompagné aujourd'hui, qui accompagne ton quotidien en tant qu'entraîneur. Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir une femme qui comprend tout ce que tu vis? Est-ce que ça facilite est-ce que c'est vraiment facilitant? Enfin, je me doute que c'est facilitant. Comme tu le dis, oui, oui, c'est très important, c'est très important. Elle a été aussi athlète, bah, c'est surtout important parce qu'elle a été athlète de haut niveau. Donc je pense que là, elle arrive à comprendre les choses. Après, elle n'avait pas le même fonctionnement que moi, ou vice versa en fait. Mais en tout cas, il y a beaucoup de compréhension de sa part, hein, comme je l'ai dit, partir en compétition, en stage. Être fatigué quand tu reviens, tu veux pas aller voir voilà, la famille ou les amis. Est-ce que malgré ça, il y a des moments où elle te dit t'en fais trop? Ou pas du tout? Non, Ou non, c'est non, jamais un sujet? non, comme je dis, c'est elle comprend, c'est de la compréhension. Et comme je dis, si elle ne comprenait pas, ça va être plus difficile pour moi. Même si je dis elle le comprend, mais voilà, à des moments, attention, ce sera bien de pas oublier aussi que voilà, quoi, t'as aussi une vie de famille. Donc non, c'est mon équilibre. Et comme ça l'a été quand j'étais athlète, ça l'est depuis que j'entraîne en tout cas. Mais elle est motivée comme moi et elle m'aide justement à passer des moments un peu difficiles parce que des fois c'est pas toujours voilà, c'est des montagnes russes par moment. Donc mais c'est beaucoup de compréhension, vraiment c'est beaucoup de compréhension. Et encore une fois, si j'avais pas cet équilibre là, ouais, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. Comment elle vit son après-carrière, elle? Alors faut lui demander, hein. Ok, d'accord, on fait ça. T'es chargé de demander à Non, Olivia faire un live avec elle? et ça n'a pas forcément été facile. C'est-à-dire que ben ouais, tu t'aperçois, et moi je parle d'elle, mais d'autres aussi, d'autres anciens sportifs que j'ai connus. T'es pas normalement les fédés sont aussi obligés d'accompagner les athlètes dans leur après-carrière et ouais, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident ceux qui arrivent à s'en sortir. C'est parce qu'ils ont aussi voulu, et ils sont battus pour s'en sortir, et d'autres qui n'y arrivent pas forcément, c'est qu'ils n'ont pas forcément eu cette démarche-là, mais ils n'ont pas été aussi aidés par leur fédération. Donc voilà, mais bon, je pense pas qu'elle se plaigne aujourd'hui de sa situation. Voilà. Ça a toujours été une battante aussi, donc qui va de l'avant. Donc voilà, mais c'est clair que c'est une très bonne question, et c'est vrai que moi, j'aurais voulu ou j'aurais aimé que les personnes qui soutiennent des sportifs, que ce soit les gens ou des sponsors ou des fédérations, qui les soutiennent dans leur carrière, qui soient aussi présents dans l'après, hein, parce que ben on est des êtres humains et c'est pas facile et c'est pas forcément humain humain d'être le meilleur, en tout cas dans son sport. Voilà, on est aidé aussi. Il y a personne
voilà, on est aidé, on a des aides, voilà, sur du travail psy, mental pour pouvoir gérer des choses. Quand on est choyé aussi, c'est quelque chose de pas facile et quand tu retournes dans l'anonymat, il faut comprendre que ça va pas être facile pour certains, donc continuer d'apporter du soutien, de l'amour, ou ne serait-ce que voilà, de faire sentir que les personnes sont encore là, même sur l'après, en fait. Justement, en parlant d'anonymat, toi, c'est clairement pas ton cas, puisque tu es entraîneur de l'équipe de France. J'imagine que en tout cas, par rapport à ton entourage proche, tu sais, ils savent exactement quand tu vas dans une entreprise qui sait pas du tout qui tu es. Là, c'est pas du tout ton cas, puisqu'au quotidien, tu as fédé, ceux que tu entraînes, tu les connais, ils t'ont connu. Quel regard ils ont comment ça a basculé votre fonctionnement? Parce que tu es passé, ils t'ont connu athlète, puis 2 ans plus tard, quasiment, voire 1 an même, tu es devenu leur entraîneur. Est-ce que ça a aidé justement ton passé? Est-ce que ça a été difficile de t'imposer en tant que coach? Comment c'est harmonisé ce passage? Moi, ça a été rapide, hein. Ça a été rapide, j'ai arrivé bien. Et ma carrière, et en 2022, janvier 2022, j'entraînais en équipe de France. Mais disons, comme j'avais commencé à entraîner depuis 2017, euh, et il s'avère, bon, on parle des valides, mais j'entraîne une athlète aussi paralympique. Justement, depuis 2017, j'ai toujours été dans l'entraînement et toujours essayer de faire en sorte de transmettre mon expérience. Là, quand je suis arrivé en 2022, peut-être que j'étais cash ou peut-être trop cash avec certains, mais j'ai échangé avec eux et c'est purement professionnel et que l'objectif c'est de perfer aux Jeux Olympiques et que très vite il va falloir se mettre au travail parce que moi j'estimais ce qui était fait dans mes dernières années, en tout cas ce qui était proposé dans le travail. C'était pas le bon parfum pour être le plus performant aux Jeux Olympiques. Donc, ça a été de se focaliser, enfin, leur dire de se focaliser sur le travail du quotidien. C'est ce qui m'a rendu les choses, enfin, la tâche plus facile. En tout cas, quand je suis arrivé, j'étais assez pédagogue avec eux, leur donnant mon expérience. Voilà, donner de la confiance aussi, les pousser dans leur dernier retranchement pour qu'ils soient capables de, de se surpasser, voilà, de se surpasser, toujours dans l'échange, dans la communication, et puis voilà, mais ça, on peut voir que ça a été une bonne première année, l'année dernière un peu plus difficile, parce que ouais, c'est pas, encore une fois, c'est pas évident d'être sportif de haut niveau, de souffrir en quotidien, d'avoir une personne, alors moi je mets pas de pression en compétition, mais surtout à l'entraînement, encore une fois qu'ils aillent se surpasser et ça faut arriver à le vivre et c'est pas évident quand t'as pris un pli, on va dire un pli où t'as pris l'habitude de travailler d'une certaine manière. euh, Faut le comprendre, donc voilà. Mais ouais, ça fait encore partie de l'expérience, mais je pense que de ce que je fais en tout cas depuis 2022, j'ai toujours aussi des fois cette réflexion. Ah, et est-ce que le fait que je suis l'entraîneur, mais j'ai eu aussi un palmarès, il n'y a pas ce truc qui fait que, ouais, limite, je vais jamais atteindre le niveau de mon entraîneur, tu vois. Je leur ai jamais posé la question, je l'espère pas, parce que moi, ce que je veux, c'est qu'ils fassent, je leur demande pas de faire comme moi. Au contraire, je préférais qu'ils fassent encore mieux que moi. Mais pour être performant, voilà, on est deux sur le vélo, quoi. Je suis pas, enfin, c'est pas, certes, ils pédalent, mais comme je considère que je suis en tandem avec mes athlètes et c'est ce que je veux en fait. Donc, mais bon, encore une fois, la compréhension des choses, voilà, toi tu peux comprendre les choses, d'autres ne peuvent pas forcément comprendre au même moment, donc c'est ça qui est pas forcément évident. Mais voilà, je suis pas en concurrence, enfin, je suis pas en concurrence, je suis pas en concurrence, voilà. Avec tous, j'avais plutôt les chances faciles aussi quand j'étais athlète. Voilà, après entraîneur, bon forcément il y a une barrière qui s'installe dans le sens où bah ouais, Greg c'est mon entraîneur, hein, c'est pas mon pote, c'est pas l'ancien coureur donc mais ça c'est pas ça s'est plus ou moins bien passé, ouais. Tu parlais d'être en tandem sur un vélo, symboliquement. Physiquement et réellement, tu continues la pratique sportive. À quel rythme? On parlait de douleur, de souffrance. Tu as forcément une addiction à la souffrance puisque tu as connu ça à 19 ans, On- mon Dieu.
Non, non, je le faisais parce que j'avais justement des objectifs en tête. Et que si je faisais pas, si je souffrais pas, ça allait pas le faire. Là, non, je suis remonté il y a quelques mois sur le vélo. Mais pour aider, voilà, la meilleure chance de médaille dans mon groupe là, pour travailler l'aspect tactique et technique sur le vélo quoi. Donc, mais il faut pas croire que c'est facile. Je souffre ces moments-là. Et, mais voilà, après oui, physiquement, moi j'ai pas, on le voit pas, mais j'ai quand même pris du poids. J'ai pas perdu des masses que ça au niveau des cuisses, mais Je confirme, hein, perdre des cuisses, c'est pas si facile que ça. En revanche, prendre du gras, ça c'est très facile, il n'y a pas de problème. très facile. Mais je le vis bien, j'essaye de, voilà, de faire attention quand même à pas non plus m'emballer sur le poids, hein, parce que j'aime bien, je suis un grand gourmand aussi, j'aime bien manger. Mais ouais, j'essaye de faire attention quand même. Hein, c'est voilà, et de me préparer aussi, hein, et tout comme mon staff, hein, j'ai déjà dit en fin d'année dernière, on prépare nos athlètes, mais nous aussi, faut que l'on se prépare dans la tête et physiquement aussi à être prêt justement pour l'échéance des Jeux Olympiques. Pourquoi il faut être prêt? Qu'est-ce que ça changerait d'être prêt ou d'être pas prêt? Ouais, parce que on se sentira déjà mieux physiquement, enfin en termes de santé, on se sentira mieux. On sera plus à l'écoute, plus aux aguets sur certaines choses, enfin certains points, il faut être vigilant. Ça nous permettra de se sentir mieux et puis de montrer aussi à nos athlètes que on est dans la même démarche qu'eux en fait. Il est là, On le papy. Il est pas vieux. prépare et on se prépare aussi. Hein. Voilà, non, je pense que c'est important. Voilà, moi j'aime bien. Moi j'ai déjà quand j'étais athlète, j'aime bien avoir un staff, voilà, bien avoir, bien sentir quoi. Là, ils sont bien là, bien présents. Et voilà, comme des soldats et voilà, prêts à tirer dans le même sens. Le dernier pôle de changement, c'est les finances. J'imagine que quand on arrête sa carrière, les revenus changent forcément. Comment tu l'as vécu? Est-ce que tu l'avais anticipé? Est-ce que ça a été difficile à vivre pour toi ou au contraire, c'est un long fleuve tranquille? Ouais, ça n'a pas été évident, mais pas plus que quand j'ai eu ma fille, donc donc euh, donc ça nous a préparé à peu. Ouais, ouais, c'est clair. Non, vraiment, moi, l'expérience, en tout cas niveau financier, c'est plus avec l'arrivée de la petite. Hein, donc voilà. Après, forcément, oui, t'es plus sportif de haut niveau, tu fais pas de compétition, ou en tout cas, tu fais pas de médailles où t'es pas titré, donc forcément t'as des coups, des découpes en moins, mais bon, c'est pareil, hein, comme je l'ai dit, par rapport à l'après-carrière où fallait réfléchir à ce qu'on allait faire demain, c'est partie des choses. C'est très bien qu'à partir du moment où tu sors du milieu, bah, t'auras pas les mêmes revenus, donc à un certain moment, mais bon, c'est comme ça. Moi, je prends les choses naturellement, simplement, et j'y fais face. Hein, donc voilà. Après, c'est vrai que depuis que je suis entraîneur national, ouais, c'est un peu mieux, mais bon, ouais, ça permet aussi ouais, de se dire aussi que voilà, on sait pas demain, je sais pas si je serai encore là après les Jeux Olympiques, mais permet de pas faire de folie quoi. Voilà, quand t'es athlète, enfin quand t'es athlète avec le palmarès que j'avais, je pouvais m'accorder certaines folies. Je peux t'assurer que depuis que j'ai la petite et depuis que j'ai arrêté, les folies elles sont calculées. C'est un papa sérieux et consciencieux. La dernière question que je pose à mes invités, c'est généralement qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui? Je pense que te concernant, c'est assez évident, mais j'ai envie de t'entendre y répondre. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui? Que je sois en bonne santé, voilà, en bonne santé. Tout ce que je gère là depuis 2022, en tout cas à ce niveau-là, c'est pas forcément évident. Comme j'ai dit, dans la communication, dans le rationnel, avec des athlètes, du staff, la direction, c'est pas forcément évident. Dans la vie privée aussi, bah, tu vois, des fois t'as des contraintes. Enfin, t'aimerais faire plus. Moi, j'aimerais tous les jours déposer ma fille à l'école, la récupérer, faire plus de choses avec elle. Donc ça peut jouer aussi sur la santé. Donc moi, je me souhaiterais ouais, de la santé et puis que mes athlètes puissent comprendre là où je veux les emmener, quoi. Voilà. Et s'ils ont compris, on arrivera à parfait. Voilà.
L'accompagnement que tu fais en tant qu'entraîneur, évidemment, on l'a dit, hein, pour pouvoir apporter la parole la plus optimisée pour chacun des sportifs. Mais est-ce que ça t'accompagne aussi dans tes émotions d'entraîneur? Parce que forcément, on a des déceptions comme des victoires. Est-ce que ça te permet aussi de déposer ton fardeau là? Est-ce que tu penses que tous les entraîneurs devraient être Ouais, accompagnés? totalement, totalement. Je suis arrivé en 2022, m'a valu des discussions avec des personnes du stage. Je dis, mais bien sûr que oui. Les athlètes déjà doivent être accompagnés. Ça devrait être une obligation. Mais pour le staff aussi, en fait. Staff aussi, hein. Moi, je suis manager, entraîneur, mais que ça soit le mécano, le kiné, enfin voilà, les personnes qui sont au quotidien avec les athlètes, voilà, et chacun vit les choses différemment. Bon, les joies, il n'y a pas de problème, mais les peines, l'athlète qui va peut-être mal s'exprimer à telle personne du staff, donc voilà, c'est normal. Enfin, on est dans une machine à laver et que on peut, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait déjà quelques années, on peut pas toutes ces choses-là, on peut pas les mettre de côté, hein. Chacun est formé pour faire son boulot, mais dans toutes les formations, que ce soit kiné, mécano, manager ou entraîneur, il n'y a pas ce côté psy. Enfin, il y a pas, on n'est pas formé sur comment apprendre à gérer nos émotions, tout ça. Donc non, c'est très très important et bon, on doit être accompagné. L'entraîneur doit être accompagné, c'est sûr. Il a sa vie privée aussi à gérer aussi. Ouais, je pense qu'on l'a pas encore compris. Et j'espère que ça va se développer. Euh, alors, c'est ce qu'on va te souhaiter, hein, que tu sois accompagné, que tu gères bien tes émotions, que tes sportifs aussi gèrent excellemment bien les émotions pour les Jeux Olympiques qui s'annoncent d'ici 99 jours. Tu l'as dit, le compteur est lancé, ça va venir très très vite. Donc, merci Grégory d'avoir pris le temps. Tu fais un gros bisou à Olivia. Je compte sur toi. Tu lui demandes non, maintenant. Voilà, c'est dans tes mains. T'es chargé de l'inviter à mon live. Et puis, je fais de gros bisous à la famille Boger. À très vite. Je suivrai ça de près et de loin. Et merci à tous ceux qui ont suivi le live en direct. Merci à tous ceux qui écouteront le podcast. Alors, tu as compris hein, que la santé mentale, c'est un sujet non seulement important et en carrière, après la carrière, mais en tant qu'entraîneur. Donc, si tu te poses des questions, si tu te sens seul, si tu te sens incompris, eh bien, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux. Si tu souhaites avoir des conseils sur le cyclisme sur piste, je me lance. N'hésite pas à envoyer des messages à Grégory. Je suis sûre qu'il prendra le temps de te répondre. Tu peux me contacter sur mon mail contact@vanessagladon.com et n'oublie pas que la vie est un sport incroyable et que tant que la partie n'est pas terminée, eh bien il faut foncer jusqu'au bout, jusqu'au gong, jusqu'au sifflet final, jusqu'à la ligne d'arrivée. Et abonne-toi pour ne rien manquer. Allez, je te fais de gros bisous. À bientôt. Et Vanessa. Bye.